3 Français enlevés à Beyrouth. Le djihad islamique revendique ses enlèvements et pose ses conditions. Troisième tour des élections cantonales. Ce soir, l'opposition préside les 3/4 des conseils généraux français. Jour historique pour les paysans européens. Ils manifestent dans 6 pays de la communauté européenne et demandent des prix plus élevés. L'invité du journal est Claude Lelouch pour son dernier film Partir Revenir qui sort la semaine prochaine. Enfin, c'était ce soir la 29e journée du championnat de France de football. Les résultats en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 15 heures après leur enlèvement, on est toujours sans nouvelles des 3 Français qui ont été enlevés ce matin à Beyrouth. Il s'agit du consul adjoint de France, d'un attaché de l'ambassade de France et de sa fille, elle-même secrétaire de l'ambassade. Tout ce que l'on sait, c'est que l'organisation djihad islamique a revendiqué l'enlèvement et qu'elle pose maintenant ses conditions. Joël Hazard. En échange de la libération du diplomate et des 2 fonctionnaires de l'ambassade de France, le djihad islamique a 2 exigences. Annulation du contrat de vente d'avions Mirage à l'Arabie Saoudite et fin de l'appui apporté par Paris à l'Irak contre l'Iran. Des conditions qui, à première vue, semblent désigner du doigt les intégristes chiites libanais liés à l'Iran. Reste que les chiites n'ont pas à se plaindre de Paris. Ils ont apprécié l'attitude des casques bleus français au sud Liban, sans compter que la France vient de voter en faveur d'une résolution condamnant la répression israélienne dans les villages chiites sud-libanais. Le djihad islamique avait déjà revendiqué la semaine dernière l'enlèvement de 3 occidentaux, un journaliste américain et 2 ressortissants britanniques. Pour l'organisation clandestine, ces hommes étaient des agents du camp occidental. Le djihad avertissait Américains et Britanniques de ne pas profiter de leur présence dans les régions islamiques pour mener des opérations subversives. 8 ressortissants étrangers enlevés en un an au Liban seraient aux mains de l'organisation. Tous les attentats et les enlèvements revendiqués par le djihad islamique depuis 2 ans ne peuvent être le fait que d'un groupe parfaitement organisé. Les actions terroristes revendiquées sont toujours d'une précision extrême, leurs informations sans faille. L'action de services secrets plutôt que de groupuscules confessionnels. Manipulé de l'extérieur, c'est sûr, le djihad islamique ressemble à un prête-nom. S'il a chassé nombre d'occidentaux du Liban, ses objectifs restent obscurs, ses actions contradictoires, elles se produisent toujours à des moments cruciaux de la crise libanaise. Et puis dans le sud du Liban, dans la région de Saïda, des cérémonies se sont déroulées aujourd'hui à la mémoire des victimes d'affrontements entre Libanais et Israéliens. Parmi eux, 2 journalistes de la chaîne de télévision CBS. 2 de leurs confrères français ont assuré aujourd'hui qu'ils avaient été tirés volontairement par des soldats israéliens qui ne pouvaient pas ignorer leur identité, contrairement à la thèse avancée par Tel Aviv. Une vingtaine d'autres personnes tuées au cours de ratissage de plusieurs villages ont également été inhumées. En France, 3e tour des élections cantonales. Les conseils généraux ont été élus aujourd'hui. Ils ont élu leur président. Il n'y a pas eu véritablement de surprise. L'opposition parlementaire contrôle ce soir les 3/4 des départements français. Avec Hubert Coudurier, voyons les départements qui ont basculé de la gauche vers la droite. La totalise aujourd'hui 69 présidences de conseils généraux contre seulement 26 pour la gauche. C'est dire que 10 départements ont basculé à droite au soir du 17 mars. Quant aux nouveaux présidents, 5 RPR, 4 UDF et 1 sans étiquette, leur nom était dans l'ensemble attendu. Dans le Var, Maurice Arec, maire de Toulon, succède à l'ancien maire socialiste de Draguignan, Édouard Soldani. En Corrèze, Charles Sérac, frère de l'ancien président du CNPF, remplace un communiste élu au bénéfice de l'âge. Charente-Maritime, un haut fonctionnaire, François Blaiseau, succède à un élu socialiste, tout comme dans l'Oise où le député européen Jean-François Mancel obtient la présidence. En Gironde, le sénateur Jacques Valade, adjoint du maire de Bordeaux, relève le socialiste Philippe Madrel. Dans l'Indre, Daniel Bernardet, président du conseil régional, occupera la place d'André Léniel. En Eure-et-Loire, fief radical, c'est le docteur Langourdeau qui présidera le conseil général. Surprise dans les Alpes de Haute-Provence, le sans-étiquette Roger Vial est élu contre le candidat du RPR. En Corse du Sud, place à José Rossi, ancien ministre, vice-président de l'Assemblée régionale. Reste un symbole, l'Isère, où Louis Mermaz s'efface devant le maire de Grenoble, Alain Carignon. 2 départements d'outre-mer ont vu en revanche leur majorité passer de droite à gauche. En Guyane, c'est un membre du Parti socialiste guyanais, Élie Castor, qui a été élu président. En Guadeloupe, l'élection du nouveau président a été reportée à lundi, faute de quorum. Revenons en métropole avec le cas du département de l'Isère. Les yeux de tous les observateurs politiques étaient tournés aujourd'hui vers Grenoble, où se jouait la succession du président de l'Assemblée nationale, Louis Mermaz. C'est donc l'un des jeunes loups de l'opposition qui l'a emporté, un jeune loup qui avait déjà battu à la mairie de Grenoble un autre membre important de la gauche, Hubert de Bedou.
Alain Carignon n'a que 37 ans. Comme pour une grande première, le public grenoblois s'est pressé cet après-midi dans la salle exiguë du Conseil général de l'Isère. Il est vrai que pour le département, l'événement ne manquait pas d'intérêt, puisqu'à l'affiche, on retrouvait les deux acteurs principaux de la récente campagne pour les cantonales. Pour la majorité, Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale et président sortant du Conseil général. Pour l'opposition, Alain Carignon, maire de Grenoble. Une pièce sans suspense, puisque les 10 conseillers non inscrits ont annoncé dès hier soir qu'ils avaient signé un accord avec l'UDF et le RPR, enlevant du même coup tout espoir à Louis Mermaz, qui n'a donc pas jugé utile de postuler. À droite, l'Union a joué à 100%, puisque tous sont tombés d'accord sur une seule candidature, celle d'Alain Carignon, qui a donc fait le plein des voix UDF, RPR et non inscrits, soit 32 bulletins sur 57, majorité absolue dès le premier tour. Nous célébrons aujourd'hui le succès d'un département et non pas le succès de partis politiques. Et je tiens ici à le souligner. De nombreux travaux nous attendent. Des défis considérables sont là, nous devons les relever. Ensemble, nous devrons et nous devons servir l'Isère. Nous entendons, mes collègues et moi-même, continuer à travailler très activement pour ce département, et je veillerai notamment en ce qui me concerne à ce que le volume de grands travaux que nous avons fait venir ici, dans ce département particulièrement dynamique, soit maintenu. Nous restons au service, bien entendu, de l'ensemble de la population de l'Isère. Ce soir, le conseil municipal de Grenoble, réuni en séance extraordinaire, a acclamé le nouveau chef du conseil général de l'Isère. C'est la première fois dans l'histoire politique locale que le premier magistrat de la capitale devient numéro 1 du département. Alain Carignon a effectué jusqu'à ce jour un parcours sans faute, mais lorsque le challenger se transforme en leader, c'est lui la cible privilégiée. Et ici, comme ailleurs, il lui faudra désormais davantage penser à tenir qu'à courir. Notre choix, parce que... Pour Georges Marchais, le choix de la loi électorale est quelque chose de vital. Il l'a dit aujourd'hui en ajoutant qu'il combattra une fausse proportionnelle visant plus à consolider le pouvoir socialiste qu'à permettre une meilleure représentation des forces politiques. Fin de citation. Palabre en Nouvelle-Calédonie, 70 jours après la mort d'Éloi Machereau, Edgar Pisani est allé à Thio ce matin rendre visite à la tribu de l'ancien leader kanak. Une visite pas du tout évidente puisqu'elle lui avait été refusée il y a un mois. Cette fois-ci, et pour la première fois, le délégué du gouvernement français a pu discuter avec des militants de base du FLNKS. Et à l'occasion de cette réconciliation et au cours des conversations, Edgar Pisani a déclaré qu'il assumait seul la responsabilité d'opération au cours de laquelle Éloi Machereau avait trouvé la mort. Il est mort en combattant. Et comme tel, il mérite respect. Et je le salue comme tel. C'est sous ma responsabilité que s'est engagée l'opération où il est mort. J'en assume seul la responsabilité. Nous n'avions pas l'intention qu'il meure. Nous avions l'intention d'arrêter l'aventure dans laquelle il s'était lancé. Je m'incline devant sa dépouille. Le RPR a immédiatement protesté contre cette déclaration. Selon lui, cela confirme que le gouvernement s'obstine à traiter avec ceux qui se comportent en ennemis de la France et de la République. Ce 22 mars 1985 restera sans doute une date historique pour les paysans européens. Pour la première fois, en effet, les agriculteurs de 6 pays de la communauté européenne ont manifesté en même temps et pour les mêmes raisons. Des hausses de prix qu'ils jugent insuffisantes, un élargissement du marché commun qui leur fait peur. Pour les responsables de ces manifestations, il s'agit d'un avertissement. Claude Guénaud. La capitale de l'Europe a été le temps fort de cette journée de protestation. 4000 agriculteurs ouest-allemands ont franchi le pont de Kehl pour se joindre aux 7000 manifestants français. À 3 jours du marathon de Bruxelles, où les 10 doivent fixer les prix agricoles pour 85, c'est l'union sacrée du monde paysan européen pour défendre son revenu. Celui-ci ne cesse de baisser depuis 10 ans, dit la FNSEA, qui réclame une augmentation de 5% alors que Bruxelles propose un gel des prix. Nous avons une manifestation ici pour faire voir à tout le monde que nous voulons produire et nous voulons gagner notre vie sur notre ferme.
Aujourd'hui, c'est un premier avertissement. On peut être sûr que si demain, il faut être plus nombreux pour défendre nos intérêts et notre activité et nos familles, nous le serons tous ensemble pour sauver l'agriculture et l'Europe. 150 000 agriculteurs ont manifesté aujourd'hui dans toute la France, selon François Guillaume. Dans le Midi, pour la première fois, les viticulteurs se sont ralliés à la FNSEA. Leur principal motif d'inquiétude, l'élargissement du marché commun. En Normandie, on a protesté contre les quotas laitiers et accueilli une délégation de fermiers britanniques. Dans le Nord, comme un peu partout dans le pays, il y a eu des barrages sur les grands axes routiers. Toutes ces manifestations se sont déroulées dans le calme, sauf à Poitiers, où il y a eu quelques incidents dans la soirée. Coup de théâtre à Bruxelles. Hier, on croyait bien que les 10 allaient enfin arriver à un accord sur l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans le marché commun. Hélas, la nuit dernière, les négociations ont encore échoué. Elles reprendront jeudi prochain avec toujours 3 dossiers à régler. Pierre-Yves Calizot. 300 bateaux espagnols, dont la moitié autorisés à pêcher simultanément dans les eaux communautaires. C'était le chiffre sur lequel, après bien des tractations, les 10 semblaient s'être mis d'accord. Pas la France, apparemment, qui veut ramener ces chiffres à 250 et 130. De même, Roland Dumas estime qu'il serait souhaitable de pêcher un peu plus en mer du Nord et un peu moins dans le golfe de Gascogne. Ajoutons à cela la volonté du Portugal de protéger son secteur pêche pendant 10 ans face à l'armada espagnole. Côté fruits et légumes, les produits espagnols font peur aux producteurs français. Résultat, mésentente sur le démantèlement des droits de douane durant les 4 premières années. Pour la distillation obligatoire à bas prix des vins de table espagnols, la France souhaite un plafond de 25 millions d'hectolitres, l'Espagne 32, la présidence italienne a proposé un compromis à 28. Sans doute une solution possible, personne ne niant le problème des vins du Midi. En tout cas, rendez-vous jeudi prochain. Cinéma, avec son dernier film Partir, revenir, on peut dire que Claude Lelouch est à un véritable tournant de sa carrière. Il s'agit d'un film qui se passe sous l'occupation et dans lequel Lelouch a osé aborder un problème à la fois très actuel et très difficile, celui de la réincarnation. Nous allons retrouver Claude Lelouch dans quelques secondes en compagnie d'Henri Chapier, mais avant je vous invite à voir un court extrait de ce film où se mêlent humour et métaphysique. On nous avait dit que ça vient une chapelle de 15e siècle. Si on pouvait visiter, s'il vous plaît. C'est absolument vrai. Nous avons une chapelle. Et d'ailleurs, vous y êtes. Vous êtes dans la chapelle, voilà. Vous savez, depuis le 15e siècle, on a dû faire quelques transformations pour y vivre, bien sûr. C'est ça la chapelle? C'est exactement la chapelle, oui. Et la petite porte? La petite porte là-bas, c'est une partie du château, d'ailleurs, qui était, je crois, la sacristie et une maison, les gens du village, de temps en temps, venir faire la prière. On peut visiter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors Henri Chapier, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aimiez beaucoup ce film. Est-ce le thème de la réincarnation qui vous excite tant que ça? Non, je crois que ce n'est pas le seul. Je pense que là, il s'agit d'un très très grand film de Claude Lelouch et c'est difficile de le résumer en 1 minute. On est extrêmement ému parce que pour la première fois, on a affaire à un cinéma qui vous donne des joies que vous donne d'habitude la littérature, la peinture, la musique. C'est pas seulement parce qu'il y a un concerto de Rachmaninoff, c'est que là je crois qu'il a réussi quelque chose d'extrêmement rare. Il y a aussi une histoire bien sûr, et il y a quelque chose de très optimiste dans la générosité de ce film, à savoir que nous sommes peut-être immortels, pas nous, vous, moi, mais nous, la race humaine, et ceux qui ont plus de génie que d'autres peut-être aussi. Alors Claude Lelouch, êtes-vous satisfait par cette description de votre film qui vient d'être faite? Oui, ça me plaît assez. Enfin, je veux dire qu'il y a plein de thèmes qui se chevauchent à l'intérieur de ce film. Il n'y a pas simplement la réincarnation, il y a l'occupation qui joue un rôle important. Je crois qu'il ne faut pas passer sur cet événement qui restera sûrement le plus grand événement de tous les temps qu'est la Deuxième Guerre mondiale. Et je crois que nous sommes tous des enfants de cette Deuxième Guerre mondiale et que si aujourd'hui nous sommes dans une société plus tolérante, c'est peut-être de là que c'est parti. Il y a la délation qui joue un très très grand rôle et c'est un film sur la passion. C'est un film sur la passion, cette passion qui nous donne à tous l'énergie de faire l'impossible, qui nous donne la force de nous lever tous les matins et de faire ce que j'appelle des miracles.
Alors donc tous ces thèmes se chevauchent, j'ai essayé de les construire un petit peu à l'intérieur d'un polar, d'un opéra polar, je ne sais pas, ou polar-opéra, enfin je ne sais pas comment les gens vont prendre ce film, mais c'est vrai que j'ai voulu montrer encore une fois à quel point l'être humain était terriblement fragile et terriblement solide, à quel point cette invention ne pouvait pas mourir, qu'une telle invention ne pouvait pas finir par le mot mort. C'est vrai que je crois quelque part, je ne crois pas à la réincarnation, personne ne peut croire à la réincarnation, mais à force d'observation, je veux dire, à un moment donné, on est bien obligé de prendre une décision sur toutes les solutions qu'on nous propose. Et c'est vrai que je crois qu'il y a des vies où on apprend, il y a des vies où on vit, et je crois que ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui ont un peu plus de mémoire d'une vie sur l'autre. Et c'est un petit peu le cas d'un des personnages de ce film qui, de vie en vie, s'améliore jusqu'à devenir, dans les années 85, un grand pianiste qui a terriblement souffert dans sa vie précédente et qui, justement, sa souffrance est le résultat de son interprétation d'aujourd'hui. Alors le film, évidemment, couvre une période très longue qui va de 1920 à 1985. Il y a un petit côté saga, mais il fallait cette durée, il fallait ces 60 années pour essayer de tenter d'expliquer comment le talent venait à certains et comment les choses mûrissent. Je crois que les gens sont peut-être égaux sur plusieurs vies, alors qu'à l'intérieur d'une même vie, il y a beaucoup d'injustices. Merci Claude Lelouch, mais en tout cas, on retiendra surtout que c'est aussi un hymne d'amour. Merci. Merci Claude Lelouch. Il joue aussi bien du classique que du jazz. Il vient de recevoir le César pour la musique du film Les Cavaliers de l'Orage. Il a été surnommé le Paganini de la clarinette. Son nom, Michel Portal. Michel Portal est ce soir et encore demain au Théâtre de la Ville de Paris. Voici quelques aspects de son talent présentés par Jean-Louis Magalon. L'homme à la clarinette s'appelle Michel Portal. Aujourd'hui, il joue Mozart avec le Quatuor Hagen de Salzbourg. Hier ou avant-hier, c'était Schoenberg ou Berlioz. Demain, avec d'autres musiciens de jazz, comme le percussionniste antillais Mino Sinelu, tout juste arrivé des États-Unis, il ira s'aventurer sur les terres inconnues de nouvelles improvisations, avec la même passion folle de la musique, de toutes les musiques. Moi j'ai un goût, c'est-à-dire que autant dans le classique, j'ai un goût de l'écriture, comme ça, je suis très respectueux. Mais moi, je marche surtout par les timbres. Je suis quelqu'un qui, quand j'entends les timbres comme tout à l'heure, moi, ça me donne des idées musicales. Je suis pas quelqu'un qui compose à une table comme ça en disant do, si, fa, ré, dièse. Non, je sais pas. Pas jouer Mozart dans 2 heures et me remettre à jouer avec Mino maintenant, malgré ce qu'il vient de faire là, ça m'a complètement, c'est pas mal. je voudrais qu'il dise quand même 2 mots, parce que j'ai revu Mino avec Miles Davis et Weather Report il y a quelque temps, et je voudrais qu'il parle un petit peu de ses impressions là. Il y a quand même une cohésion et les gens se respectent, et n'oublie pas que c'est quand même la musique de Michel qu'on interprète. Principalement c'est ça. Bon, Michel est pas très ouvert, il m'a dit tu peux apporter des morceaux, etc. Mais enfin c'est quand même le concert de Michel, et tout le monde doit garder ça dans son esprit, et quoi qu'il fasse, même si je fais un solo de 3h30, je le ferai en respectant le fait que c'est son concert. Ce sont des sortes de rencontres, ou de métissage plutôt des musiques. Football, c'était ce soir la 29e journée du championnat de France. Les matchs viennent tout juste de se terminer. Dominique Champeau, des surprises ? Oui, des surprises. Nantes n'a pas su profiter ce soir de l'absence de Bordeaux dans cette 29e journée. Vous savez que Bordeaux, après son match de Coupe d'Europe, a eu 24 heures pour se remettre de ses émotions. On sait depuis aujourd'hui qu'il affrontera la Juventus de Turin, demi-finale des Coupes d'Europe champions, le 10 et 24 avril prochain. Donc 29e journée sans cette équipe de Bordeaux. Et nous sommes attachés ce soir au progrès d'une équipe monégasque qui est invaincue maintenant depuis la mi-décembre et qui recevait Marseille, et qui, en première mi-temps, va multiplier les occasions ici, à l'image d'Amoros, se heurtant à chaque fois sur le gardien Lévy. De nombreuses occasions monégasques, mais aucun but marqué en cette première mi-temps, et ce n'est pas ce centre de Bellone qui va permettre aux Monégasques de pouvoir
enfin trouvé le chemin défilé de Lévis. Les Marseillais réagissant par moments, la ligne étant le plus remuant. Et tout de suite, en fin de première mi-temps, le dernier mot de la première période sera monégasque, avec un superbe tir de Leroux, mais 0-0 à la mi-temps. Rien n'était marqué. La deuxième mi-temps allait être beaucoup plus fertile en but, avec notamment deux actions superbes de Bruno Bellone. Voici la première, un tir en pleine course du pied gauche. 1-0. Et une remarquable action, quelques minutes après, Bellone va se jouer des deux défenseurs marseillais. Une première fois, un petit crochet, un deuxième crochet, une balle contrée et un tir brossé du pied gauche qui permet à Monaco d'envisager la victoire 2-0 en fin de partie sur ce corner de Bellone. C'est Benoît sur ce mauvais renvoi de la défense marseillaise qui permet à Monaco de l'emporter largement. 3-0, Monaco se replace dans la course pour une Coupe d'Europe. Vous le voyez, Nantes a été tenu en échec sur son terrain par Sochaux. Les Nantais ont marqué sur pénalty pendant les arrêts de jeu. Toulon tenu en échec lui aussi à domicile. Large victoire de Monaco, on l'a vu. Paris Saint-Germain battu à domicile par Metz. Bonne victoire de Brest devant Lens. Pour les mal classés, le Racing de Paris a été battu à Lille. Tours tenu en échec à Bastia, c'est un résultat honorable. Strasbourg également en échec à Nancy et Laval, le même score à Toulouse. Et puis un mot de rugby, le rugby qui va avoir son championnat du monde. L'International Board en a décidé ainsi aujourd'hui même à Paris. Première édition dans 2 ans, en mai 87 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il y aura un tiercé demain à Saint-Cloud qui se disputera dans le prix de la cour. Voici les pronostics de M. Courtine. Le 1, c'est le joker, voilà. Puis le 8, le 12, le 9, le 5, le 10 et le 2. Nouveau plongeon du dollar aujourd'hui à Paris. La monnaie américaine a perdu 17 centimes. Une explication, l'économie des États-Unis pourrait connaître une croissance moins forte que prévu. Henri Loret. Dans le droit fil de la forte baisse enregistrée hier soir à New York, le dollar aujourd'hui en Europe a fortement reculé partout, et notamment bien sûr à Paris où il a clôturé à près de 9 francs 82. La Bourse de Paris, elle, n'a cure des remous monétaires, du moins les apprécie-t-elle à sa manière, et cela nous donne une hausse de 1%, mais oui, 1% pour le nouveau mois boursier. À Wall Street enfin, on s'interroge, voilà Wall Street, une expansion ralentie c'est à la fois bon et mauvais pour la bourse, il serait peut-être préférable d'attendre les résultats définitifs pour se déterminer. 60 centimes de baisse dans la même semaine, c'est énorme. Le dollar a plongé à une telle vitesse que l'on a pu croire à un moment donné à une débandade sur les marchés monétaires. Aujourd'hui à Paris, vous l'avez entendu, il a encore reculé de 16 centimes. Pour expliquer cette dégringolade, il y a d'abord eu cette fameuse histoire des petites banques de dépôt dans l'Ohio. Et puis surtout, il y a eu ces chiffres de la croissance américaine, des chiffres très ralentis, 2,1%, alors qu'on anticipait des chiffres de l'ordre de 4%. Alors, on peut concevoir en réalité que les chiffres de la croissance, qui n'est qu'une estimation, a servi de détonateur pour un réajustement sur le marché. Nombreux sont ceux qui pensent en effet qu'on était allé trop loin avec un dollar à près de 3,40 marks, 3,50 marks, et qu'une parité de 3,18, 3,25 était plus conforme à la réalité. Cela donne pour nous, Français, aux alentours de 9,80 francs, on y est aujourd'hui. On ne peut donc pas parler encore de psychose sur le dollar, mais on peut dire qu'il y a eu un réflexe de méfiance. Et il sera intéressant d'attendre lundi pour savoir si les marchés se sont stabilisés ou non. Il est temps de voir ce que nous réserve le ciel demain. Dans l'ensemble, la France sera divisée en 3. Du nord de la Bretagne en passant par l'Île-de-France, le ciel sera très nuageux avec des pluies parfois mêlées de neige. Beau temps et même soleil en Alsace et sur les côtes de la Méditerranée. Partout ailleurs, temps instable avec éclaircies et averses. Les températures varieront entre 4 degrés à Lille, Rennes et Paris, et 7 degrés à Ajaccio. Voilà les températures qui s'inscrivent sur votre écran. Donc entre 4 et 7 degrés. Fin de ce journal. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Georgette Lemaire et laissez passer la chanson. Demain, nous nous retrouverons à 21h55. En attendant, voici le rappel des titres que nous avons développés ce soir. Très bonne soirée sur FR3. Trois Français enlevés à Beyrouth, le djihad islamique revendique ses enlèvements et pose ses conditions. Troisième tour des élections cantonales, l'opposition préside les 3/4 des conseils généraux français.
Les paysans de 6 pays européens dans la rue, c'est un avertissement aux négociateurs de Bruxelles. Football, championnat de France, Nantes tenu en échec à domicile par Sochaux.